Il y en a plusieurs. D'abord, vous avez tout ce qui est images satellites. Là, tous les satellites, que ce soit les satellites français et surtout les satellites américains, bien entendu, ou allemands, sont tous en train de cartographier, entre guillemets, toute cette zone de guerre. Donc, ils savent exactement où sont les troupes russes, où sont les commandements, etc. Ensuite, vous avez une guerre électromagnétique, hein, par définition. Donc, c'est comme ça que plusieurs postes de commandement russes ont été repérés et bombardés. Et surtout, vous avez un nouvel outil qui a bouleversé la guerre. Et on l'a vu la première fois dans la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, où l'Azerbaïdjan, comme les militaires russes d'ailleurs, hein, ont ramené leurs chars et leur infanterie sans réaliser qu'il y avait une nouvelle donne, les drones. Donc vous voyez, les militaires ont toujours une guerre de retard. Hein, ça, c'est une loi. L'armée française avait une guerre de retard en 1940. En 1940, ils utilisaient les techniques de la guerre de 14-18. Eh bien là, l'armée soviétique, comme les Arméniens, ont utilisé une doctrine militaire, on va dire, ancienne, qui n'a plus lieu d'être, puisque vous avez des drones qui survolent en permanence et qui peuvent abattre une colonne de chars avec une facilité absolument déconcertante. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, en mars, avril, mai, etc., l'armée russe a essuyé quand même un certain nombre de défaites, hein, il faut bien le reconnaître, par rapport à l'Ukraine, parce qu'ils n'avaient pas l'élément drone. L'utilisation des drones pour les Russes est arrivée bien après, comme vous le savez. J'ai publié un livre d'un auteur qui s'appelle La guerre des drones, de Seth Franzman, qui raconte en fait l'évolution technologique de ces drones et comment la nouvelle guerre, donc, et là on y est, c'est une nouvelle guerre et c'est celle, clairement, c'est celle des drones. Sur le champ de bataille en Ukraine ou en Russie, les drones sont devenus des armes de prédilection pour se défendre contre les armes conventionnelles. La guerre a engendré une augmentation des productions dans l'industrie de l'armement, qui développe aujourd'hui de nouveaux modèles adaptés aux stratégies sur le terrain. L'avenir de ces drones dépend de l'expansion de certains modèles, de fabricants sous contrat qui s'établissent dans différents pays et de la construction de nouvelles usines de production. Vous savez, le général Patton disait « vous pouvez avoir l'aviation au-dessus, etc., elle peut bombarder ». Effectivement, on peut avoir les drones, machin, etc., qui peuvent bombarder, mais si vous n'avez pas les hommes au sol, vous ne pouvez pas occuper le terrain. Donc les deux vont ensemble. Mais les Russes n'ont pas utilisé les drones au début, alors que les Ukrainiens ont utilisé massivement les drones parce qu'ils étaient entraînés par les Américains qui eux-mêmes ont utilisé les drones massivement au Moyen-Orient. Ils ont un entraînement absolument phénoménal. Ce n'est pas des drones, si vous voulez, de 20 millions de dollars. Là, les Ukrainiens ont utilisé des drones à 100 dollars, enfin 100 euros, 200 euros. Donc vous voyez, ça a vraiment changé totalement, comment dire, cette doctrine militaire. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, et ce qu'on a vu, c'est que par-dessus cette guerre, c'est-à-dire que les Grecs avaient les dieux de l'Olympe, mais il y avait deux dieux de la guerre. Il y avait Mars, donc c'est le dieu de la guerre sanglante, hein, on coupe les têtes, on achève les chevaux, et ainsi de suite. Mais il y avait Athéna, la déesse Athéna, la déesse de la guerre intelligente, c'est-à-dire qu'elle pense. Et on a vu un affrontement de guerre de l'information. Bon, et ça, c'est ma spécialité, on va dire, je suis journaliste depuis 40 ans, donc j'ai assisté à ça à maintes reprises. Mais là, avec la guerre en Ukraine, il y a une sorte de révélateur, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a vu que les Américains ont pris le contrôle de la totalité des médias occidentaux, que ce soit Bild, que ce soit Der Spiegel, enfin toute la presse espagnole, italienne, allemande, anglaise, n'en parlons même pas. Je lis le Daily Mail tous les jours. Je suis abonné au Wall Street Journal, au New York Times, etc., au Washington Post Times. Enfin bon bref, je suis abonné à une dizaine de journaux. Et ce que je vois depuis 1 an et demi, c'est un communiqué de presse global de l'OTAN. C'est-à-dire que c'est toujours contre la Russie. Jamais, jamais, je n'ai vu un papier équilibré, balancé, en disant les Russes ont commis des erreurs mais ils ont réussi ça, les Ukrainiens ont commis des erreurs mais ils ont réussi ça. Jamais. Les Russes, c'est toujours les méchants, les machins, etc. Les Ukrainiens, c'est toujours des génies, ils ont toujours tout réussi. Même quand ils perdent des territoires, c'est une guerre, c'est une victoire. Vous voyez, on est dans un monde orwellien, c'est vraiment Orwell. Et on voit que tout est pourri, qu'on ne peut plus faire confiance à personne. Je veux dire, le public se rend bien compte. Vous ne pouvez pas expliquer au public que l'Ukraine est en train d'abattre les chars, les avions, les hélicoptères russes, etc., tout en perdant 20% du territoire qu'ils avaient. C'est pas possible, ils prennent le public pour des imbéciles. Vous comprenez? Mais les Américains contrôlent la totalité, je dis bien la totalité des médias. Je vous donne un exemple. Bill Gates a financé le journal Le Monde pour 4 millions de dollars. Comme ça.
cadeau. Il a donné, je crois que c'est 1 million ou 2 millions, je ne sais plus, à l'agence France Presse. Et encore, eux, c'est des petits joueurs. The Guardian à Londres, par exemple, le journal, lui, il a pris 20 millions de Bill Gates. Alors, c'était pas une autre raison, hein, c'était pour préparer le terrain, vous savez, Covid, vaccin, machin, etc. Mais bon, vous voyez qu'il contrôle la presse. Bill Gates, par exemple, à lui tout seul, a dépensé l'équivalent, je crois, de 200 ou 300 millions de dollars pour acheter de la totalité ou contrôler, entre guillemets, ou influencer aussi bien la presse américaine, télévision, radio, presse écrite, et également en Europe. Monsieur, alors vous imaginez ce que peut faire le gouvernement américain par le biais d'entités, par le biais de George Soros par exemple, mais d'autres qu'on ne connaît pas. Parce que ce qui est important dans une guerre, c'est de remporter l'opinion du public. Il faut que vous ayez le public avec vous. Et donc, c'est pour ça que quand vous avez le public avec vous, vous pouvez continuer les guerres le plus longtemps possible. Et c'est ce que veulent aujourd'hui les Américains, manifestement. Hein, parce que je lisais, tiens, je fais une parenthèse. En France, on a 4 chaînes de télévision d'information continue, genre CNN, vous voyez, 24 heures sur 24. Je ne sais pas quel est l'équivalent en Russie. En Angleterre, il y a Sky News, et ainsi de suite. Vous avez une télévision qui s'appelle LCI, qui est une filiale de TF1, qui depuis 1 an et demi ne parle que de la guerre entre les Russes et les Ukrainiens, sans jamais donner, quasiment jamais, peut-être une fois, peut-être 0,01%, la parole aux Russes. C'est que contre les Russes, les Ukrainiens sont des génies, des dieux de la guerre, et ainsi de suite, patati, patata, enfin, c'en est devenu comique. C'est-à-dire que sur 1 heure de programme, ils vont vous faire 50 minutes pourquoi les Russes sont méchants et pourquoi les Ukrainiens ont gagné la guerre. Alors qu'ils sont en train de la perdre, mais bon, c'est une autre histoire. C'est toujours, on est dans le truc Orwell. La liberté, c'est d'être enfermé, mais c'est bien. C'est un peu l'idée. C'est assez paradoxal. Mais en même temps, quand vous contrôlez les médias, c'est déjà une partie de la guerre qui est gagnée. Et ça, c'est le problème des Russes. Les Russes payent le prix de 80 années de communisme. C'est-à-dire que les Russes n'ont jamais eu Hollywood. Ils n'ont jamais eu une industrie de la communication des médias. Ils sont arrivés très très tard, uniquement quand il a commencé à avoir la perestroïka, etc. C'est là où les premiers groupes médias... Vous voyez, donc les Russes ont 80 années de retard, littéralement, sur l'utilisation des médias. Qu'on le veuille ou non, si vous voulez, c'est une façon de gérer des conflits et de servir la politique d'un pays. Ici, par exemple, LCI, cette chaîne de télévision, elle est aux ordres de Macron et des Américains, puisque ça appartient à TF1 et que je crois que la banque JP Morgan possède à peu près 8 ou 10%, voire 11, je ne me souviens plus, de TF1, ce qui est considérable, si vous voulez, comme il y a quand même du poids. Vous savez, il y a un homme qui est dans la même position aujourd'hui, c'est Erdogan. Il n'y a pas si longtemps, il y a quoi? Il y a 4 jours, 5 jours, là, sur l'avenue Wagram, je voyais des affiches sur le kiosque. Erdogan, l'autre Poutine, de l'hebdomadaire Le Point. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi. Vous voyez, donc, l'avantage, donc je referme cette parenthèse, l'avantage, c'est que maintenant, on sait qui est payé par qui. Et on est en 1942. Je vois ça comme ça. On est en 1942, on sait qui est payé par qui, on sait qui collabore et on sait qui ne collabore pas. Moi, je suis journaliste, j'essaye d'être équilibré. Et je dis ça simplement à tous les Russes qui nous regardent. Ce qui s'est passé là avec l'Ukraine, c'est exactement ce qui s'est passé en 1960 avec la crise des missiles de Cuba. C'est exactement la même chose. Donc Poutine avait toujours prévenu que si l'Ukraine passait dans l'OTAN, c'était la guerre. Parce que l'OTAN, ça veut dire qu'ils vont mettre des missiles partout. C'est Cuba version 2.0. Sauf que là, il y a vraiment la guerre. Et je crains, malheureusement, qu'on nous entraîne dans une 3e guerre mondiale, alors que je discute avec tout le monde, et ici, les Français, dans leur grande majorité, d'abord, l'Ukraine, ils s'en moquent, mais alors totalement, ça ne les intéresse pas. Vous savez pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que les Ukrainiennes, vous savez, elles ont fait tellement de scandales. Vous vous souvenez des filles là, ukrainiennes qui faisaient pipi dans les églises? Les femmes ukrainiennes, pendant 15 années, ont fait tellement de scandales de partout, en exhibant leurs seins, en allant pisser dans les églises chrétiennes. Notre-Dame de Paris, je ne sais pas si vous imaginez, de quel droit ces Ukrainiennes vont pisser dans des églises. Donc vous voyez, tout ça, si vous voulez, en 15 ans, les femmes ukrainiennes, machin, dans la tête des Français, ça crée une forme de détestation en disant qui sont ces gens qui se permettent, est-ce que moi je vais en Ukraine et pisser dans leurs églises? Voilà pourquoi les Français n'accrochent pas du tout avec les Ukrainiens. Et malgré cette guerre médiatique constante, tous les jours à la télévision, à la radio, etc., on vous explique que Zelensky c'est un génie, que Poutine c'est le grand méchant, c'est le nouveau Hitler, bah ça marche pas. Ça ne marche pas. Ils ont beau essayer de le faire, ça ne colle pas.
Il n'y a jamais eu de guerre médiatique, d'insultes permanentes, si vous voulez, à un chef d'État par les médias. Même du temps de Brejnev, d'Andropov, même Gorbatchev, au contraire, je veux dire, la période Gorbatchev, etc., Yeltsin, au contraire, c'était, enfin, on se disait, les Russes sont libérés, ça va mieux. Même du temps du communisme pur et dur, il n'y a jamais eu cette guerre contre la Russie, médiatique, j'entends. Hein. On savait que c'était le bloc de l'Est, que c'était un système communiste, et point, ça s'arrêtait là. On savait que le peuple, lui, fondamentalement, n'adhérait pas à ça, puisque c'était un système totalement dictatorial, avec les Izvestia et la Pravda. Nouvelle sanction de l'Union européenne contre la Russie. Russia is falling backwards towards an autarkic economy, cut away from the world. Our sanctions are eroding sharply its economic base, slashing any prospect to modernize it. We will continue to put pressure on Russia and on those supporting it on the battlefield. Donc la guerre commence entre l'Ukraine et la Russie. Et 15 jours après, nous avons notre ministre des Finances, M. Bruno Le Maire, qui vient nous expliquer à la télévision qu'il allait détruire la Russie avec les sanctions que la France, que les États-Unis, enfin toute l'Europe, va imposer. Les sanctions économiques et ainsi de suite. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Puis alors, il était vraiment sûr de lui, totalement sûr de lui. La Russie ne tiendra pas 6 mois. Et qu'est-ce qu'on a vu? Les Américains ont tordu le bras du gouvernement suisse en disant « Vous avez toutes les banques suisses, vous allez leur dire que tous les oligarques russes qui sont chez vous, vous bloquez leur argent. » Qu'est-ce qui s'est passé? Les Suisses, ils ont quand même un peu hésité parce que c'est le pays soi-disant du secret bancaire, hein, enfin, encore jusqu'à il y a un an. Que s'est-il passé? Le gouvernement suisse a donné son accord. Et donc, ils ont saisi les fortunes dans les banques suisses des oligarques russes. Sauf que ça a fait tache d'huile. Du jour au lendemain, tous les autres, pas forcément russes, ça peut être de toutes les nationalités qui avaient des comptes en Suisse, ils se sont dit, les Suisses sont en train de trahir le secret bancaire, donc je vais retirer mon argent. Donc le monde entier, des riches, hein, bien sûr, s'est rué en Suisse en disant, mes 100 millions là, ça va à Singapour, ça va à Jersey, ça va aux Caraïbes, enfin au Luxembourg, hein, à Monaco, où vous voulez, mais ça ne reste pas en Suisse. Et tout peut se passer. S'ils commencent à saisir les Russes, ils vont saisir les autres après. Du coup, ça a entraîné une crise bancaire phénoménale et le Crédit Suisse a explosé. Il a explosé en plein vol. Le gouvernement suisse a été obligé de fusionner d'une manière illégale en plus, totalement illégale. Il va y avoir des procès, ça va leur coûter des milliards. Donc ils ont été obligés de fusionner Crédit Suisse avec UBS. En même temps aux États-Unis, les États-Unis qui impriment de la fausse monnaie depuis 1971, mais par quantité de manière nucléaire, de la fausse monnaie nucléaire. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont à 31 trilliards de dettes. C'est l'équivalent de 150 ou 160% de leur PIB. Je rappelle que la Russie, elle est à 30, peut-être à 50 maximum à cause de la guerre. Allez, on va dire comme ça. Donc ça veut dire que les États-Unis sont morts. Et vous savez, j'ai écrit, c'est un livre qui s'appelle Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Alors, c'est pas un livre sur Hitler. Hein. Je montre simplement que le fait de fabriquer de la fausse monnaie, c'est une loi. Quand vous fabriquez de la fausse monnaie en permanence, quand vous faites tourner la planche à billets, cela déclenche une guerre. Et ça fait 10 ans, qu'est-ce que je dis, 15 ans, que j'explique sur toutes les radios, sur toutes les télévisions, que cela finira par une guerre parce que c'est la seule façon pour les Américains de se sortir de leurs dettes. C'est pour ça qu'ils ont forcé l'Ukraine à entrer en guerre. En fait, ils ont forcé cette guerre. On dit que Poutine est l'agresseur. Non, Poutine a prévenu depuis 2008 ou 2010 que ça se passerait toujours comme ça. Tout élargissement de l'OTAN n'améliorerait pas la sécurité du monde. Je ne vois pas en quoi l'élargissement à nos voisins baltes, par exemple, peut améliorer la sécurité du monde. Certains problèmes pourraient surgir dans le cadre de notre coopération militaire avec l'Ukraine, qui est énorme.
Cette coopération est à un tel niveau que s'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les banques américaines sont en train de voler dans les airs. Vous avez la Silicon Valley Bank qui a explosé. Vous avez la Signature Bank qui a explosé en Californie. C'est des banques colossales, mais absolument colossales. Je ne parle pas de Lehman Brothers, qui est une banque d'affaires. Là, c'est l'argent des gens, c'est l'argent des entreprises. Vous avez toute une série de faillites bancaires aux États-Unis au mois d'avril. Là, avril 2023. Et donc, alors vous me parlez des sanctions russes, mais moi ça me fait rire. Où sont les sanctions russes? Les Russes s'en sortent très bien, ils n'ont pas de banques qui volent dans les airs, ils n'ont pas de banques qui explosent, les banques du peuple qui tiennent l'argent du peuple, alors que les Américains, oui. Voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un truc et ça s'est retourné contre eux. JP Morgan Chase va racheter l'essentiel de la First Republic Bank en faillite. La First Republic s'est retrouvée dans le sillage de la crise bancaire qui a éclaté en mars dernier suite à la faillite de la SVB, la Silicon Valley Bank. La faillite de la First Republic est la deuxième plus importante de l'histoire des États-Unis. Vous voyez, il y a quand même une justice quelque part. Toute utilisation de fausses monnaies entraîne la guerre. 3 banques allemandes, les 3 plus grandes banques allemandes ont fait faillite dans les années 30, 29-30. Et c'est ça qui a amené Hitler au pouvoir. C'est pas son antisémitisme. C'est parce que les Allemands en ont eu assez du désordre économique qui vivait depuis 1918, hein, grosso modo. Mais quand les 3 plus grandes banques ont volé dans les airs, là ils se sont dit, bon maintenant ça suffit, on vote, ça aurait été une chèvre, ils auraient voté pour elle. Non mais je suis très sérieux. Et c'est ça que j'explique dans ce livre. C'est l'explosion des 3 plus grandes banques allemandes. Et les Américains sont dans la même position. Et ils utilisent les Russes, et ils vont utiliser la Chine aussi, pour effacer leurs dettes. 31 trilliards. Je ne sais pas si vous réalisez. Et je dis aux Russes qui nous regardent, vous avez à la tête de votre banque centrale Elvira Nabiullina, qui fait un travail mais absolument génial. Je pense que c'est l'ange gardien de Poutine en ce moment. Ça c'est clair. Alors si Apple, McDonald's, Intel, etc., enfin tout ce qui y avait, Christian Dior, s'ils sont tous partis, c'est que fondamentalement, on leur a imposé ce départ. Les Américains, quand ils ont dit qu'ils imposaient des sanctions économiques sur la Russie, ça commençait déjà effectivement par Apple. Bon, moi, sincèrement, je vous dis, c'est une blague, c'est peut-être une blague, mais le fait que McDonald's soit parti de Russie, c'est un grand service qu'on rend aux Russes. Hein. Sincèrement, ils vont rien perdre au change, ça c'est clair. En ce qui concerne les téléphones Apple et Google et ainsi de suite, je vais vous répondre autrement. Je vais vous donner l'exemple de Nokia. Il y a 15 ans, vous aviez 3 systèmes de téléphone dans le monde. Vous aviez donc Google Android, vous aviez Apple avec son système, donc Apple bien sûr, et vous aviez Nokia qui avait son propre système d'exploitation de téléphone mobile. Eh bien, figurez-vous qu'on a appris que les Américains ont payé le PDG de Nokia, M. Haslop de mémoire, ils lui ont payé un bonus de 20 millions pour qu'il mette Nokia Téléphonie pour que ça fasse faillite, parce que Nokia était finlandais. Donc aujourd'hui, le monde entier, si vous voulez, appartient, enfin Chine à part bien entendu, mais le monde occidental, je veux dire toutes les communications téléphoniques passent par 2 systèmes américains. C'est grandiose, non? Et là aussi, si vous voulez, par exemple, la Russie a marqué son retard parce que les Russes auraient pu avoir leur propre système de téléphone. Mais je pense que grâce à cette guerre avec l'Ukraine, les accords commerciaux avec la Chine, avec tous les constructeurs chinois, alors là, ça va changer véritablement la donne. La Russie vient de rendre publique sa nouvelle doctrine en matière de politique internationale. Moscou classe ainsi les États-Unis comme sa plus grande menace dans un document signé par Vladimir Poutine et qui rappelle aux analystes, de par les mots utilisés, les années de guerre froide. A l'inverse, la Chine et l'Inde sont désormais officiellement désignés comme les principaux partenaires de la Russie dans le cadre de sa stratégie politique à l'égard de l'Orient. Ce rapprochement s'inscrit dans le cadre de la guerre en Ukraine qui fait de Pékin notamment un allié de poids contre les pays occidentaux. Donc le fait que les grandes marques soient parties, ça va déranger qui ? Le fait que Christian Dior soit parti de Moscou, ça va déranger qui? Les femmes des oligarques qui passent leur temps uniquement à se mettre du rouge sur les ongles? Je ne pense pas que la très grande majorité des Russes sera affectée. De toute façon, vous savez, toutes les guerres commencent, mais toutes les guerres aussi ont une fin.
Les sanctions économiques ne sont pas efficaces, au contraire. Vous savez, les premières sanctions économiques, déjà, je crois que c'est 2014, elles ont permis à la Russie de reconstruire une économie nouvelle pour fabriquer les produits dont ils ont été privés. Je vous donne un exemple pour les Français. Il y a un nombre incalculable de boulangers qui se sont installés en Russie, enfin partout, en Russie, pas qu'à Moscou. Il y a un nombre incalculable de cuisiniers français qui se sont installés partout en Russie, et ils s'en sortent très bien. Les sanctions économiques, de toute façon, à un moment donné, elles portent véritablement leurs fruits. Je vous donne un exemple, le Japon. Vous n'avez que des montagnes, il y a des tremblements de terre. Donc au début, dans les années 50, ils importaient tout. Et puis progressivement, ils en ont eu marre d'importer. Ils en ont eu marre d'importer des Leica. Et ils ont commencé à fabriquer des Nikon. Et c'est ce que va faire la Russie également. Vous savez, toutes les guerres sont... Il y a toujours un bénéfice dans une guerre. Regardez la Deuxième Guerre mondiale. Les ingénieurs qui ont fait les fusées V1, V2, les Américains, ils les ont pas tués. Ils les ont mis dans une Jeep et direction les États-Unis. Et c'est eux qui ont fait Apollo. Ce qui est efficace contre la Russie, c'est la guerre médiatique. On en a parlé. C'est la guerre médiatique constante. Mais ça, c'est le fait que les Américains aient pris le contrôle de la totalité, on va dire, ou de la quasi-totalité des médias occidentaux européens, et que maintenant ils s'en servent complètement, c'est-à-dire à charge uniquement et systématiquement contre Poutine et la Russie. Ça, c'est le truc le plus efficace. Le reste... oui, bon, il y avait les drones, on en a parlé. Bon, maintenant, les Russes ont réussi à... Ils ont compris que les drones, ça a quand même une importance, donc ils ont commencé à s'en sortir, mais là aussi, ils payent le prix. L'état-major russe, j'allais dire soviétique, a quand même sérieusement accumulé un sérieux retard, et ils n'ont pas regardé ce qui se passait en Syrie, etc., où les drones, des drones à 100 €, des jouets, étaient utilisés comme... ils ne prenaient pas ça au sérieux, ils ont eu tort. Vladimir Poutine ne pourra pas gagner la guerre en Ukraine. Ce sont les mots de Joe Biden. Putin has a real problem. How does he move from here? What does he do? And so the idea that there's going to be what vehicle is used, he could end the war tomorrow. He could just say, I'm out. Ce que les États-Unis veulent faire avec la Russie, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec la Yougoslavie dans les années 2000. C'est-à-dire que vous avez la Yougoslavie qui est un pays fédéral. Les États-Unis se sont appuyés sur les nazis croates. Je rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Croatie, c'était des vrais nazis, comme les Ukrainiens. C'était Bandera, Croatie, même combat. Donc, ils se sont reposés sur les Croates. Ils ont mis à disposition des Croates, je crois, 50 anciens généraux à la retraite américains, qui les ont formés. Même chose en Ukraine à partir de 2014. Depuis 2014, ils ont formé l'armée ukrainienne. C'est exactement le même plan. Ils veulent fracturer la Russie, de manière à ce que toutes les républiques, par exemple que la Sibérie, je dis n'importe quoi, mais que la Sibérie devienne la République de Sibérie. Oui, que tout ça soit fragmenté et que chaque grande province ou grande région soit indépendante. Exactement ce qu'ils ont fait en Yougoslavie, hélas. N'oubliez pas, Nicolas Sarkozy avait déclaré, il est arrivé dans une conférence de presse et il a dit « Rien, strictement rien, ne pourra nous empêcher d'instaurer le nouvel ordre mondial ». On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Voilà. Il parlait du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la fracturation, si vous voulez, de la Russie. C'est le dernier élément qui restait à casser. Sauf que le nouvel ordre mondial n'existe pas. Il n'y a qu'un seul ordre mondial, c'est l'ordre américain. Voilà, c'est le seul ordre qui existe. Et aujourd'hui, les Américains sont très très embêtés parce que toute leur idée, si vous voulez, de cet ordre américain, mondial, soi-disant, est remis en cause. Il est cassé, il est déjà cassé. Il est brisé par l'évolution phénoménale de la Chine, d'une part, l'évolution phénoménale de l'Inde, qui a pris parti pour Poutine, déjà, il faut le rappeler. Ensuite, Erdogan, la Turquie, qui est devenue une puissance phénoménale au Moyen-Orient, qui louvoie entre l'Europe et Poutine, mais bon, ils s'entendent bien quand même. Leur ordre est en train d'être brisé, et en même temps, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous devez mettre ça en parallèle avec les 31 trilliards de dettes américaines. Vous savez, il y a quelque chose qui peut se passer. Vous ne pouvez pas travailler avec 31 trilliards de dettes. C'est des dettes qui doivent, au monde entier,
Puisque la première chose que fait un ambassadeur américain quand il arrive dans un pays, c'est d'aller voir la banque centrale, le gouverneur de la banque centrale locale, et il vous force à acheter leurs bons du trésor, c'est-à-dire leurs dettes, qui vous remboursent petit à petit. Ils font ça. Je me souviens personnellement de l'ambassadeur des États-Unis à Moscou, qui est allé voir Poutine et le gouverneur, alors je ne sais pas si c'était Elvira à l'époque, parce que Poutine voulait un système de carte bancaire Visa, enfin comme Visa, russe. Il voulait un système russe. Je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans. Et l'ambassadeur américain a fait un forcing pas possible auprès du Kremlin pour que ça n'arrive pas et que ce soit uniquement Visa, c'est-à-dire la firme californienne de San Mateo, qui est à San Mateo en Californie, qui loue ses logiciels à la Russie. Eh bien, regardez, il y a eu la guerre, et du jour au lendemain, qu'a fait Visa, Mastercard, American Express? Ils ont coupé, littéralement, SWIFT, en plus, SWIFT qui est un système international de télécommunications bancaires, qui normalement doit être en dehors de toute forme de politique. Ils ont coupé la Russie. C'est absolument scandaleux. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gouverneurs de toutes les banques centrales ont continué à parler avec Charte, qui était à Berlin. Ils se retrouvaient tous à discuter dans des pays neutres, etc. Tous les gouverneurs, y compris des pays en guerre, je précise. C'est une première, ça. C'est une première. Donc vous voyez bien que la guerre financière contre la Russie, elle a réussi contre la Turquie, parce qu'ils veulent se débarrasser d'Erdogan, ils ne vont pas réussir. Et ils n'ont pas réussi, encore moins, avec Poutine. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Alors justement, tiens, je profite de mon passage à la télévision russe pour demander au Kremlin qu'il m'accorde un visa de journaliste. Ça serait gentil parce que vous accordez des visas à des journalistes qui vous détestent, et qui sont sur LCI en plus, alors que moi j'ai déposé une demande de visa de journaliste français, au prétexte que Macron n'aime pas, bon ça a été refusé, mais vous pourrez peut-être faire une exception. Merci à vous.